Donc déjà bonjour à toutes, je crois, parce que si je dis toutes et tous, je m'inclus. Donc bonjour à toutes. Donc je m'appelle Stéphane Gornikowski, effectivement. Je suis directeur de Vaguement Compétitif, qui est une petite structure artistique et culturelle qui est basée dans le nord de la France, entre Lille et on va dire le bassin minier du Pas-de-Calais. Et en fait, ce que je vais commencer par faire, et il va y avoir un diaporama aussi pour essayer de me cadrer dans mes prises de parole, parce que je peux aller très, très vite, parler beaucoup. Ce que je vais démarrer, c'est finalement un détour qui en est pas un par des questions de santé, notamment de santé mentale au travail et de risques psychosociaux et de stress au travail, puisqu'en fait, le guide du retour est l'une des issues d'un travail plus général autour des questions de risques psychosociaux et de santé mentale au travail. Donc finalement, l'entrée de cet outil, ça a d'abord été une question de santé au travail et de conditions de travail. Il nous semble intéressant en tout cas, de partager ça avec vous. Donc je vais partager un PowerPoint et puis n'hésitez pas à m'interrompre parce que je peux, voilà, n'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair pour vous ou si vous avez une question, voilà, sans problème. Voilà. Donc petit approfondissement biographique. Donc vaguement compétitif, c'est donc vraiment une petite structure artistique et culturelle dont je suis le fondateur et directeur. On crée, effectivement, on s'intéresse aux sujets sociaux et sociétaux. L'association a commencé par créer des spectacles. Moi, je suis aussi auteur à la fois, producteur, au sens de trouver de l'argent, constituer l'équipe, etc. Tout ça avec un lien souvent renouvelé avec des travaux ou des chercheurs, en sciences sociales notamment. Et en fait, le basculement a eu lieu en 2019, sans lien avec la crise sanitaire, où constatant en fait l'écart entre le discours du milieu professionnel du spectacle vivant, donc là je parle du cas français, hein, donc ce qui est peut-être moins vrai ou tout autant vrai au Luxembourg, mais disons constatant l'écart entre le discours du secteur sur lui-même, au sens de le progressisme, l'égalité, l'émancipation, et puis un certain nombre de pratiques professionnelles se traduisant par des conditions de travail dégradées de la part d'un certain nombre d'acteurs. J'ai choisi d'essayer de contribuer à mon niveau, de transformer ces pratiques professionnelles, ou alors plutôt que de quitter le secteur. Voilà. Et donc j'avais une formation et puis des expériences professionnelles auparavant qui étaient dans d'autres secteurs d'activité, notamment le syndicalisme, où j'avais pas mal travaillé sur les conditions de travail. Et en gros, à partir de 2020, donc Vaguement Compétitif a initié des démarches qui sont plutôt la création de soit d'outils, soit de réflexions sur les conditions de travail dans le spectacle vivant. Donc en 2021, la recherche Action React, dont je vais parler un peu plus longuement après, et d'où vient le guide du retour. En 2023, ce que connaît bien Céline, une participation à l'équipe de conception de la plateforme Coprog. Et en 2025, le lancement de la communauté chorégraphique du Caire, qui est en fait un nouveau travail de recherche-action sur les conditions de travail dans le secteur chorégraphique, et avec l'idée de faire de cette communauté professionnelle un endroit de développement de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est le slide souvent. Je fais une petite mention là-dessus parce que c'est d'actualité et ça, j'ai lu un peu les travaux d'Aspro et ça faisait écho à pas mal de groupes de travail. Donc l'idée par rapport à cette nouvelle recherche-action, hein, qui démarre, c'est de dire dans un contexte économique et social dégradé, et en tout cas une dégradation des conditions de travail, comment collectivement agir pour finalement surmonter la vague qui peut être un peu longue, et comment mieux travailler ensemble de manière à ce que travailler dans ce secteur soit plutôt un facteur de bien-être au travail et non pas de perte de santé. Donc là, on est en train de travailler sur de finaliser la conception d'un questionnaire RPS. Donc je vais vous expliquer les RPS après, à destination de l'ensemble des métiers du secteur chorégraphique en France. Mais en fait, c'est un format de questionnaire qui pourrait tout à fait être adapté dans d'autres pays. Donc ça, on va avoir vraiment une logique un peu scientifique d'analyse des priorités
de travail, du point de vue du stress au travail. Ensuite, des groupes de travail qui sont déjà en place, hein, qui émanent du terrain, donc autour de la parentalité et de la maternité, autour des violences au travail, donc les VHSS, enfin les violences sexistes et sexuelles, mais plus largement. Et ça fait vraiment assez écho avec les abus de pouvoir dont a pu parler Aspro, et des formats de sensibilisation aux questions de santé et de sécurité au travail, qui sont assez administratifs en France, mais que 99% des équipes artistiques françaises ne se sont pas saisies, et qui sont pourtant une obligation légale. Ce qu'on appelle le DUERP, mais sauf question de votre part, je n'entre pas dans le détail, mais je pourrais y entrer. Et donc, à partir de la rentrée 2025, on sera sur la conception de ce qu'on appelle des livrables, en tout cas soit des expérimentations de manière de travailler un peu nouvelles, soit des outils comme le guide du retour. Ça, ce sera déterminé par le diagnostic qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Je souhaitais le mentionner parce qu'à plusieurs endroits, ça a fait écho avec les groupes de travail d'Aspro, et comme vous êtes visiblement plusieurs à en faire partie, je me suis dit que c'était bien de faire le lien. Petit, juste très vite fait, quelques définitions de la santé et qui montrent notamment deux, trois idées importantes qui sont à la fois une notion de bien-être physique, mental et social. Hein, là, je renvoie à ce qu'on appelle l'épidémie de solitude en ce moment, qui touche plusieurs pays, de nombreux pays occidentaux. Donc, voilà, je pourrais vous transmettre les slides, hein, il n'y a pas de problème. Donc comment on a une conception de la santé qui dépasse l'état physique, donc qui n'est pas juste une absence de maladie. Ce que je trouvais intéressant aussi par rapport à la définition de Canguilhem, c'est la capacité à être acteur de sa vie. En fait, la santé, c'est être capable voilà, de prendre des initiatives. Et ça renvoie directement avec des choses qui peuvent faire du bien ou du mal dans le milieu du travail, qui est-ce qu'on est en situation de pouvoir prendre des initiatives ou est-ce qu'on est empêché de le faire? Et l'idée, en gros, que la santé, c'est pas un état fixe, mais effectivement une sorte d'équilibre et de dynamique. Et ça, on peut le retrouver aussi dans les enjeux de stress au travail, où on peut être stressé très ponctuellement, on peut être stressé sur la durée avec des conséquences sur la santé qui peuvent être réversibles ou irréversibles. En tout cas, il est toujours possible d'agir collectivement par rapport à une situation ou à des situations stressantes au travail. Donc ça, c'était parce que ça me semblait important d'avoir ces notions de santé un peu revisitées. Alors, on va faire une tentative qui a réussi tout à l'heure, qui est une petite vidéo qui est alors un peu old school, un peu vintage, mais qui explique, je trouve, assez bien ce qu'est le stress au travail, enfin, ce qu'est le stress notamment. Ok, ça dure 2 minutes, voilà. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime.
Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. C'était l'idée de, voilà, je ne sais pas si pour vous, enfin, si vous avez appris des choses par rapport à ça, mais c'était l'idée aussi de la distinction entre un stress ponctuel, donc une réaction de l'organisme à une sollicitation forte, et les effets euh, du stress dans la durée et le fait que le renouvellement de ce stress est toujours négatif pour la santé. Et par rapport à ça, l'enjeu, c'est comment on va empêcher finalement, limiter les sources de stress. Euh, mais là, je reviens peut-être sur les questions de définition. Donc ça, pareil, je vous le retransmettrai. Ces sources, elles viennent de l'INRS, donc l'Institut national recherche et sécurité, qui est une structure, un établissement français public, qui est basé dans le Grand Est, hein, qui est à Nancy, et qui est vraiment une mine d'or sur les questions de santé et de sécurité au travail, alors qui n'est pas du tout limité au secteur du spectacle vivant ou au secteur artistique. Mais vous avez voilà, énormément de choses sur le site de l'INRS. Et en gros, l'idée de stress, c'est l'idée de déséquilibre entre les contraintes auxquelles on est soumis, en tout cas la perception des contraintes auxquelles on est soumis, et la perception des ressources dont on dispose pour faire face à ces contraintes. Donc c'est l'idée d'un déséquilibre qui peut être effectivement variable selon les individus, puisque par définition, les individus n'ont pas forcément les mêmes ressources, n'ont pas forcément le même parcours professionnel. Et donc, on peut, dans un même service, avec une même ensemble de contraintes, les gens peuvent être plus ou moins stressés en fonction de ce qu'ils vont percevoir de leurs ressources. Donc, il y a une dimension psychologique, mais les sources de ce stress sont souvent des sources organisationnelles. Et c'est ainsi qu'on passe de la notion un peu de stress à la notion de risques psychosociaux. Donc vous avez la définition là, hein, des risques pour la santé physique, mentale et sociale, engendrés notamment par des facteurs organisationnels. Et donc c'est comment en fait l'organisation et les conditions de votre emploi et de votre travail vont influer positivement ou négativement sur votre santé, à la fois mentale, physique et sociale, au sens de le rapport aussi à l'environnement, aux autres humains, j'allais dire. Alors, pourquoi passer de l'usage du stress à ce qu'on appelle les risques psychosociaux? Donc, effectivement, c'est par rapport à l'idée d'être un peu plus fin dans la manière dont on parle de sa propre situation. C'est pas je suis stressé, mais je subis une charge de travail trop importante. En tout cas, la notion de risques psychosociaux permet d'affiner ça. Et aussi l'idée de dire que, effectivement, par rapport à la limitation de ce stress, le collectif a des choses à jouer. D'ailleurs, le collectif a un effet qui peut être bien sûr positif, donc construire la santé. Bon, je vais rentrer dans le détail, qui peut être aussi négatif. Et en tout cas, l'idée que la santé ne se construit pas isolément et se construit en relation avec les autres, en tout cas la santé au travail. Et donc, selon l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui est un autre organisme public français qui travaille vraiment du point de vue de la prévention des risques psychosociaux, euh, l'apparition des RPS est bien lié aussi au fait d'un manque de régulation des tensions qui peuvent exister de manière normale dans le milieu du travail. C'est-à-dire, vous êtes en conflit avec, vous avez une divergence de vue avec votre collègue sur un sujet quelconque. Est-ce qu'il existe ou non des manières de résoudre ce conflit
Est-ce qu'il existe des gens qui vont venir peut-être vous aider à réfléchir à ça? Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui va venir vous soutenir là-dessus? Donc, c'est l'idée que les capacités collectives permettent ou pas de résoudre ces tensions. Voilà. Et donc, c'est bien la distinction entre un certain discours qui consiste à dire il faut apprendre à gérer son stress, c'est-à-dire pas forcément de remise en cause de ce qui est à l'origine finalement du stress, c'est-à-dire on va former les gens à gérer son stress sans remettre en cause l'organisation, et l'idée de imaginer des conditions d'organisation qui permettent de limiter les facteurs de stress. Alors ces deux approches, elles vont pas être forcément contradictoires, mais en tout cas, c'est ce qu'on défend. L'idée est de ne pas être uniquement capable d'être résistant à des situations stressantes, mais plutôt d'éviter les situations stressantes ou au contraire, ou encore mieux, de créer des situations de travail qui soient plutôt bienfaisantes pour sa santé. Alors, petite notion qui est là-dedans assez importante, mais que vous connaissez peut-être, l'écart entre la notion de travail prescrit et la notion de travail réel. Donc, en gros, le travail prescrit, c'est ce qui est voilà, attendu formellement de votre part, hein. C'est-à-dire que ce que vous avez à faire en théorie, votre fiche de poste en théorie sur le papier, et le travail réel, c'est ce que vous allez devoir être amené à faire en tenant compte du réel du travail. Alors, je donne souvent un exemple qui est celui d'une infirmière. Une infirmière a en théorie autant de temps pour, par exemple, mettre ou retirer le cathéter d'un patient. Bon, bah, si en arrivant, par exemple, auprès d'une patiente qui est très âgée, la patiente a eu un problème ou se retrouve tombée de son lit, bah, ce qui était prévu d'enlever ou de mettre un cathéter va pas prendre le même temps. On va devoir gérer des imprévus. Et en fait, le travail réel, ça intègre tout ce qu'il faut gérer comme imprévu et tout ce qu'il faut, l'écart qu'il faut avoir avec les règles formelles du travail. Donc en gros, travailler, c'est toujours faire face à l'imprévu et mobiliser son intelligence pour faire face à l'imprévu, aux contraintes. Et donc ces notions de travail réel et de travail prescrit sont assez importantes aussi. On parle souvent de risques psychosociaux de manière générale. En fait, ce que je trouve, enfin en tout cas ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de distinguer derrière les risques psychosociaux trois notions: les notions de facteurs de risque, les notions de risques psychosociaux en tant que tels, et les conséquences de ces risques psychosociaux. Donc vous retrouvez cette image-là dans le guide du retour. Donc les conséquences, c'est un peu les effets mentaux et physiques d'un stress qui va être prolongé et qui va pas être résolu. Donc c'est vraiment voilà, et des conséquences pour l'entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire bah, par exemple l'absentéisme, par exemple le fait que les gens n'arrivent plus à travailler. C'est des conséquences évidemment pour les gens qui travaillent, hein. Donc des conséquences qui peuvent être graves potentiellement, voire irréversibles. Et en fait, ce qu'on appelle risques psychosociaux, bah, c'est à la fois le stress dont je vous ai présenté une, une vidéo tout à l'heure, et à la fois ce qu'on appelle les violences internes ou externes. Donc les violences internes, ça peut être effectivement par exemple des situations de harcèlement, ou des situations d'abus de pouvoir dans l'organisation. Donc par exemple, des notions de harcèlement sont vraiment des choses qui, en tout cas en France, commencent à être mises en débat. En Belgique aussi francophone, ces sujets-là sont. Il y a eu une enquête là, il y a quelques mois, ces sujets-là commencent à être mis sur le tapis. Donc là, je ne parle pas de harcèlement sexuel, je parle vraiment de harcèlement moral, ce qu'on appelle le harcèlement moral. Donc ça, c'est une situation de violence interne. Et situation de violence externe, ça peut être par exemple, vous êtes chargé de médiation, vous êtes artiste, vous êtes amené à travailler auprès de publics ou de personnes et vous allez devoir faire face peut-être à l'agressivité d'un lycéen qui n'est pas content de faire cet atelier, qui va vous le faire savoir. Ça, c'est un cas concret hein, dont j'ai parlé la semaine dernière, où vous allez intervenir auprès de populations qui sont en situation de détresse, et donc vous êtes confronté à la détresse de gens, et vous n'êtes pas forcément formé à composer dans votre travail avec des situations de gens en détresse. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les violences internes. Et en fait, tout cela est en partie déterminé par ce qu'on appelle des facteurs de risque.
Et donc, je vais rentrer, et c'est là où je trouve qu'on arrive aussi sur des choses qui peuvent être très, très concrètement utiles dans votre travail. Et je le dis d'expérience depuis 20 ans et pour avoir essayé de prendre ça en compte. Euh, alors, les facteurs de risque, en gros, c'est les différentes dimensions de votre activité de travail, enfin de toute activité de travail, euh, qui vont pouvoir générer des choses propices à la santé ou qui vont éventuellement générer des atteintes à la santé, donc notamment du stress. Alors, je ne vais pas faire le tour de tout, mais par exemple, c'est pas la même, pour être très concret, c'est pas la même chose si vous présentez un travail. Exemple, vous présentez une étape de travail d'un spectacle et si vous avez des retours positifs de la part de gens, ou vous avez un silence de la part des gens qui sont venus voir le spectacle, et donc vous attendez un retour. Et donc, par exemple, cette question, la question de la reconnaissance au travail, c'est un enjeu qui va amener du stress ou qui va amener plutôt du bien-être au travail. De la même façon, la question de la charge de travail, c'est aussi quelque chose qui peut amener du stress, mais on peut aussi être stressé par l'absence de travail. C'est-à-dire si vous vous ennuyez au travail, ou si si vous avez le sentiment de faire un travail inutile, c'est aussi des facteurs de stress au travail. Voilà. Donc tout est là-dessus, tous ces aspects-là sont aussi des points possibles d'action collective pour limiter les facteurs de stress et augmenter les facteurs de protection. Alors ça, c'est une autre manière de présenter les choses et par un cabinet conseil hein, qui est Toi de Soi. Et l'intéressant, c'est que je trouvais qu'ils ont fait une deuxième slide qui était en fait sur les mêmes axes de l'activité de travail, donc les facteurs de risque psychosociaux. Eux les considèrent aussi comme des facteurs de protection possibles. Donc pareil, si je prends par exemple la dimension des exigences émotionnelles, si vous avez vous avez une divergence avec l'un de vos collègues ou avec votre chef, mais vous avez des temps de régulation. Vous avez la possibilité d'avoir un chef qui va dialoguer avec vous, qui va prendre le temps de dialoguer avec vous pour essayer de résoudre le problème. Si vous avez une charge de travail temporaire et que vous avez des collègues qui peuvent vous soutenir, qui vont venir vous voir en disant bah, on voit que tu es en difficulté, on va te filer un coup de main le temps que tu t'en sortes. Bon, bah, ça, c'est des facteurs de protection du stress. Et donc, c'est des facteurs de construction de la santé. Voilà. Pour dire que vraiment, les choses sont. Ces axes-là sont vraiment des manières de construire la santé collectivement. Donc ça, c'est vraiment des choses pensées au plan collectif. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail. L'idée, il y a trois notions de prévention hein, du stress. Les notions de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc là, ce sur quoi on essaye de travailler avec le guide du retour, par exemple, c'est aussi les notions de prévention primaire. Comment vous concevez la manière de faire des retours de manière à ce que ce soit quelque chose qui soit positif et constructif pour la personne à qui vous adressez ça, et non pas la prévention tertiaire, ce serait plutôt de dire une artiste vient de recevoir un retour extrêmement violent de la part d'un interlocuteur. Bon, bah, la prévention tertiaire, c'est essayer de la soutenir, alors que d'une certaine manière, le mal est déjà fait, que la personne est en larmes et qu'il s'agit de la réconforter. Donc là, on est plutôt sur de la prévention tertiaire, c'est-à-dire finalement, les situations stressantes ont déjà eu lieu. Donc l'idée dans le tout milieu professionnel, c'est plutôt de combiner tout ça, mais en donnant une place à la prévention primaire, c'est-à-dire ne pas attendre que les gens soient stressés pour agir. Et donc, pour terminer comment on en est venu au guide du retour, en 2020-2021, il me semblait qu'à l'endroit de la relation entre les directions d'équipe artistique, donc les metteuses en scène, metteurs en scène, chorégraphes, et les directions de lieu, donc programmatrices, susceptibles effectivement, de soutenir ou telle équipe artistique, il me semblait qu'il y avait un endroit assez peu pensé. Il y avait l'existence d'un certain nombre de difficultés au travail, de difficultés relationnelles. Je me suis dit, cet endroit est finalement assez peu travaillé. Et donc, est-ce on ne mènerait pas une enquête pour voir quels sont les endroits de difficulté énoncés par les acteurs? Donc, c'est ce qu'on a appelé la recherche action React. Donc, remettre l'art au centre du travail. L'idée était de dire,
allons voir comment les professionnels qu'on va interroger, donc souvent direction de lieu ou direction d'équipe artistique, qu'est-ce qu'elles énoncent de leurs difficultés relationnelles avec l'autre partie, entre guillemets. Et donc, on a fait 60 entretiens, enfin là c'est marqué 70, 60 entretiens, 30 directions d'équipe artistique, 30 directions de lieu et 10 entretiens avec des métiers particuliers. Et on les a interrogés sur décrivez-nous votre travail relationnel. Vous dirigez un lieu, décrivez comment ça se passe avec les équipes artistiques, comment vous entrez en relation et quels sont les endroits qui vous mettent mal à l'aise, qui sont pour vous violents ou difficiles. Et on a fait la même chose à l'inverse auprès des équipes artistiques. Donc c'est un travail qui a été fait par une ergonome. Et donc on a repéré ce qu'on appelle des situations problèmes, donc des situations de travail très concrètes qui sont génératrices de risques psychosociaux. Et on s'est dit qu'on allait travailler sur les difficultés, les situations problèmes énoncées en commun par les équipes artistiques et par les directions de lieux. Pour donner un exemple inverse, par exemple, les violences sexistes et sexuelles ont été énoncées par les équipes artistiques comme un endroit problématique à l'égard de certaines directions de lieux. L'inverse n'a pas été vrai. Alors, ce qui ne veut pas dire que les directions de lieux ne sont pas conscientes ou préoccupées par le sujet. Ça veut dire qu'en tout cas, elles n'ont pas énoncé ça comme étant un endroit de vécu direct. Dire aucune direction de lieu nous a dit dans cette enquête, j'ai subi ça de manière directe. Ça a été le cas de plusieurs équipes artistiques. Voilà. Et donc nous, on s'est focalisé sur les endroits communs. Et parmi les endroits communs, donc là, je ne rentre pas dans le détail sur c'est quoi une situation problème, je vous laisserai ça. Je reviendrai sur la recherche-action si besoin. Mais en tout cas, parmi les endroits communs, il y avait l'endroit en fait, on ne connaît pas notre travail réciproquement. C'est-à-dire, un metteur en scène ne va pas forcément connaître tout le détail du travail d'une directrice, et donc va peut-être lui faire des reproches qui ne sont pas forcément toujours fondés. Euh, à l'inverse, le travail, de l'autre côté, la connaissance du travail artistique par les directions n'est pas forcément toujours connue dans sa finesse. Donc ça, par exemple, la question de la connaissance du travail, c'était un endroit de difficulté. La question des communications, des mails, des communications numériques, c'était un endroit de difficulté en commun. La question des rapports, la bureaucratisation du travail, de comment en fait on a l'impression de passer notre temps à faire des papiers, c'était un endroit exprimé en commun. Et en fait, la question des retours artistiques a été l'un des sujets énoncés communément de part et d'autre. Et ce à quoi moi je m'attendais pas du tout. Enfin, j'avais pas du tout identifié ça comme un endroit problématique. Et c'est donc ces 60 entretiens qui ont amené l'obligation, j'allais dire, de travailler sur le feedback, sur le retour artistique. Donc voilà le lien. Voilà comment on en est venu à travailler sur le guide du retour. C'est parce que les directions de lieu et les directions d'équipe artistique nous ont dit cette question du retour nous met en stress et donc on souhaite que ce soit un sujet de travail dans une logique de prévention. Et c'est comme ça qu'on a été amené à travailler sur le guide du retour. Eh bien, si c'est OK pour Vanessa, je te passe la parole, Vanessa? Ouais, OK. Du coup, moi, je suis collaboratrice artistique aujourd'hui, dramaturge, mais pendant longtemps, en fait, j'ai fait de nombreux métiers dans l'écosystème du spectacle vivant. Donc, j'ai travaillé à la fois en communication, j'ai aussi fait de la relation publique, de la programmation, j'ai travaillé en lieu dans des festivals. Donc, on va dire que j'ai une casquette qui me permet en fait de connaître un petit peu les différents endroits de l'écosystème et que j'ai entendu et connu en fait des situations de travail très diverses, ce qui me permet d'une certaine façon de pouvoir anticiper des endroits justement de stress ou en tout cas des choses qui me sont familières, donc enfin, en tout cas voilà, qui me permet de discuter avec pas mal de personnes un peu en connaissance de cause. Pas toujours, mais voilà. Ça, c'était pour contextualiser. Et du coup, ce que je voulais vous proposer en premier, avant qu'on se lance sur le PowerPoint et le reste, c'était justement par rapport à ce dont parlait Stéphane tout à l'heure, entre le travail prescrit, donc votre fiche de poste, et le travail réel. Et où est-ce que vous inscrivez votre pratique de retour aujourd'hui? C'est-à-dire si vous êtes
Aujourd'hui, ici, c'est parce que vous avez des questions sur ça. Enfin, en tout cas, peut-être que vous en avez et ce serait bien de les partager. Peut-être que vous avez des attentes. En tout cas, moi, ça m'intéresse puisqu'on a des personnes qui ont des profils différents. Donc, qu'est-ce qui pourrait être justement possiblement source de stress et surtout comment dans votre pratique professionnelle vous utilisez le retour, vous avez la sensation de l'utiliser ou vous n'avez pas la sensation. Enfin, ce serait intéressant qu'on puisse un tout petit peu échanger là-dessus si vous le voulez bien. Oui, j'étais très concernée à un moment où j'étais encore pédagogue de théâtre, où j'étais amenée à mettre en scène des spectacles avec des participants amateurs, amatrices. Et à ce moment-là, je donnais un retour, oui, quotidiennement. Et c'est vrai que depuis que je ne fais plus ce travail, mais en tant que responsable de production ou coordinatrice du collectif, c'est quelque chose qui me pose vraiment problème parce que d'un côté, je vois des détails. En tant que pédagogue de théâtre, je donnais des retours sur vraiment des choses très détaillées, très précises. D'un autre côté, je me dis, c'est pas mon job parce que je suis pas ici metteuse en scène. Euh, et je sais pas en fait ce qui est attendu de moi. Est-ce que je dois avoir une opinion sur le spectacle en fait, ce que je sais faire, c'est organiser, c'est chercher le financement, c'est soutenir les artistes de tous les points de vue. Mais est-ce que vraiment mon opinion euh, joue un rôle ici? Oui, et ce qui est encore plus difficile quand j'ai l'impression que le spectacle marche, que ça fonctionne, il y a peut-être un petit truc. Là, j'arrive à le dire, mais si j'ai l'impression, je n'arrive pas du tout à comprendre ce que ce metteur en scène ou cette chorégraphe veut dire. Euh, Là, je préfère ne rien dire et de commenter sur quelque chose de, je sais pas, les lumières étaient jolies ou vraiment d'en rester là à mon rôle de responsable de production, à gérer les choses concrètes autour du spectacle. Une Et personne peut-être ne... que je peux Pardon, ajouter ouais. encore quelque chose, que c'est quand même important aussi au sein du collectif de pouvoir décider des projets qu'on veut faire à l'avenir et de pouvoir aussi exprimer une opinion, pourquoi on souhaite plutôt réaliser ce projet que cet autre projet. Et parfois, j'ai l'impression que de mon côté, ça reste euh, sur le sujet de la faisabilité du projet niveau finance ou organisation. Oui, moi je partage avec Gilles. Je trouve que c'est très important les retours, mais souvent j'ai l'impression qu'on n'a pas les outils ou pas le temps, surtout jamais le temps de faire ça, de parler après. Pour moi, surtout les retours artistiques, bon, souvent, comme scénographe costumière, je suis un peu entre les deux, donc l'administration et les artistes, et je pense que je comprends les deux parties, et souvent je me sens vraiment au milieu, et après, j'aurais bien voulu discuter de ce qui s'est bien passé et pas bien passé pour améliorer. C'est vraiment toujours dans le but d'améliorer. Mais j'ai pas. Souvent, je suis assez épuisée et j'ai plus le courage après pour encore me lancer à encourager tout le monde à en parler. Quand tu dis après, tu parles de après quand? Après une production, par exemple, un projet artistique. Donc, Mais par exemple, juste après, ou tu veux dire après quand ça a eu lieu, ça peut être quelques jours après? après qu'il y a eu autant de représentations et où tout le monde a un peu de recul Ok. oui, pour en parler, oui, c'est vraiment après le processus créatif. Ok, Où, quand c'est clôturé, c'est bon, c'est déjà un peu à froid, ça pourrait être comme 15 jours après, par exemple. ouais, Ok, et je d'accord. pense que ça pourrait améliorer les choses d'en parler après ces 15 jours, disons, oui. Mais Et souvent, non. pourquoi ça se passe pas du coup? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à autre chose. On est déjà tout oui, dans cette route. Ok. Ouais. Ouais, on va en parler. Bah, tu as déjà dit deux choses qui sont essentielles, hein. Tu as donné la notion d'amélioration
et la notion de temps. Et là, on voit typiquement, tu nous donnes un cas concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour pouvoir faire du retour, c'est-à-dire un principe de rétroaction, qui est le principe du retour. Quelque chose a eu lieu. Eh bien, on s'organise. Par contre, ça veut dire qu'il y a un cadre à créer, donc possiblement une réunion à mettre en place 15 jours après, où on retrouve tous les acteurs et les actrices qui ont participé, et on se met autour de la table et on met en place un protocole de partage, par exemple, pour se dire, bah effectivement, moi j'ai vu plein de choses, donc on peut remettre ces choses-là en partage et ça, chacun repart avec ça. Donc ça peut être aussi, bon, voilà, des choses très pragmatiques qu'on peut mettre en place, qui sont vraiment en fait, on va parler de ça, hein, de méthodologie en fait et de propositions de comment on peut aborder le travail aussi pour que ça soit pas une source de stress, parce qu'on sait qu'on va mettre que ça en plus c'est prévu en amont. Donc ça pourrait aussi nous, ouais. Oui, bah, je me permets parce que j'ai quand même oublié de dire un truc assez fondamental, mais ce qui est dans ma présentation, j'ai oublié une slide et en fait la slide c'était un modèle, un schéma d'analyse du travail, qui est un schéma par un professeur de psychologie qui s'appelle le schéma contrainte-ressources. Et en fait, le feedback sur le travail, le retour sur le travail de manière générale, hein, là on dépasse le cadre artistique, le retour sur le travail est normalement une ressource. Enfin, le retour constructif, donc il faut voir ce que c'est un retour constructif, mais on va en parler avec Vanessa, mais c'est normalement une ressource pour le travail. Donc avoir ces temps de dialogue sur comment ça s'est passé, ça doit être une ressource. Et donc si on a travaillé sur le guide du retour, c'est parce qu'on est arrivé à ce paradoxe où pourquoi, alors que de manière générale, le feedback est perçu comme une ressource, le feedback artistique, si on écoutait ce que nous disaient les gens interviewés, était plutôt un problème et pas une ressource. Et on s'est dit, bah, à quelles conditions ce feedback artistique pourrait passer d'un truc générateur de stress à une véritable ressource comme c'est perçu au niveau général, quoi. Non, mais c'est hyper important enfin voilà, le pont. Et en fait, c'est que le guide du retour, il est tissé que de ça, de ces allers-retours entre la réalité du travail. Donc le retour, on peut dézoomer vraiment, c'est-à-dire il y a vraiment la pratique du retour artistique, et c'est toujours niché dans une pratique de travail. De toute façon, une pratique professionnelle qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire est-ce qu'on reçoit. Effectivement, beaucoup de gens disent ça, hein. Oh, ça va, donc on dit rien. La plupart des artistes disent, mais en fait, le silence, c'est terrible, quoi, parce que c'est un vrai problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de reconnaissance, je ne sais même pas. En fait, on parle de tout, sauf du travail, en fait. On parle de tout, sauf de mon travail, c'est ce que je fais. Et donc, quand quelqu'un dit, oui, on peut parler de la beauté des lumières, des fois, c'est ok, ça peut être une stratégie, mais c'est aussi, ça fait partie du travail de la pièce, c'est-à-dire on a écrit cette lumière, donc c'est valable aussi de parler de la lumière comme de la scénographie, comme de la musique. Enfin, voilà. Et du coup, comment on remet en fait ce travail à la fois relationnel, ce travail de dialogue. Enfin voilà, c'est vraiment donc ça touche effectivement. C'est pour ça qu'on souhaitait avec Stéphane le circonscrire dans cette chose-là qui est à la fois qui a à voir avec la santé, parce qu'en fait le manque de retour, ou en tout cas le manque euh, de discussion autour du travail, ça crée vraiment au niveau de la santé mentale, en tout cas des artistes, ça a vraiment un impact très fort. Et la citation que tu as mis, Stéphane, que je connaissais pas, de Christophe Dejour, la santé, c'est quand il y a du désir. Ben moi, en fait, je parle toujours de ça avec les artistes. On parle beaucoup du désir et de comment on maintient le désir de création, et aussi quand on travaille dans une structure, comment on maintient notre propre désir de travail par rapport à notre charge de travail parfois. Donc c'est vrai que cette question du désir, elle est essentielle, et ça se nourrit, ça se travaille, le désir, c'est pas, enfin voilà, et la joie aussi. Donc c'est vrai que on voulait vraiment dire que bah, le retour, c'est comment on peut transformer la contrainte enfin, en ressources, et justement retrouver des ressources. Donc c'est pour ça que le guide du retour, c'est aussi une boîte à outils. Voilà. Et du coup, je vais me lancer sur les slides. Non, parce qu'on n'a pas entendu Elsa et Léna, si vous voulez dire des petites choses. Mais, Oui, moi je suis contente de partager. Bah, Gilles et moi, on s'est un peu inscrites, enfin, on s'en était parlé, on fait partie d'un collectif, donc où on est plusieurs amis à travailler ensemble, et on travaille parfois dans des projets ensemble, mais parfois pas. Donc on peut être, voilà, on est plusieurs porteurs de projets dans ce collectif. Et, et, et du coup, moi, enfin, ça me questionne beaucoup par là, on parle énormément du retour dans une organisation professionnelle et hiérarchique. Et,
et moi, ça me questionne aussi beaucoup dans quelque chose qui n'est pas forcément un travail cadré, où c'est pas, ça rentre dans mes heures et tout ça, mais en fait, je vais voir les projets de mes amis qui sont aussi des projets d'un collectif qui me représente et dont je fais partie et où j'ai envie de défendre une identité artistique. Et en même temps, et donc je me sens toujours un peu dans ces retours entre... moi, je suis très confuse. Parfois, ça se mélange beaucoup. Euh, moi, je me sens toujours très prisonnière de ma propre subjectivité dans des retours. Euh, et du coup, je trouve qu'il y a toute une difficulté entre bah, dire quelque chose que j'ai ressenti et qui me paraît juste et qui me paraît avoir une valeur, et en même temps essayer d'être à l'endroit de l'objectivité et de partager seulement quelque chose de partageable. Et voilà, entre ces deux-là, je trouve qu'il y a énormément de pertes. Et que, enfin, ça, c'est mon endroit de recherche par rapport au retour. C'est avoir envie de pousser un retour plus spécifique sans tomber dans la langue de bois ou sans être prise par ma propre grille de lecture de la chose. Voilà. Et tu penses que ce serait possible en mettant en place quoi, par exemple? Bah, je pense que ce que tu disais, une méthodologie, des réunions, des dispositifs, mais du coup, ça me questionne énormément sur, bah, dans un collectif, les budgets existent et les semaines sont budgétisées. Et chaque semaine en plus sur un projet, enfin, est-ce que enfin, comment tu budgétises en fait un temps de débat, ou est-ce que ça se budgétise, ou est-ce que ça c'est à prendre en compte comme un temps? Parce que je pense que enfin, au Luxembourg, la professionnalisation est plus récente qu'en France. Et je pense que dans les dernières années, on a énormément vu, nous, dans notre collectif, la charge de travail s'organiser et grimper énormément, et la charge de discussion et de place libre à l'intérieur du collectif pour un échange artistique et humain se réduire. Mhm. Bon, ça, je pense que c'est une tendance globale un peu partout. Après, c'est effectivement comment. Hier, j'ai eu cette discussion avec une chorégraphe enfin, on parlait de l'amitié. Après, je vais rentrer dedans, mais je pense que c'est intéressant quand même voilà, d'enrichir avec ça sur quand on travaille avec ses amis aussi et dans des cadres justement plus flous qui sont pas. Et quand je dis mettre en place des méthodologies, c'est pas forcément dans des choses très structurées, hein. Ça peut être aussi dans un cadre d'amis autour d'une table, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On allait voir un truc ensemble. Est-ce qu'on peut pratiquer ensemble aussi du retour à l'issue de quelque chose qu'on a traversé? Parce qu'en fait, ça nous nourrit. Nourrir notre regard et nourrir notre parole. Mais ensuite, effectivement, il y a toujours cette notion de consentement. Donc, si j'avance un peu sur ce que nous, on a défini en fait dans le guide du retour comme un peu les fondamentaux, en fait, on en revient sur l'idée de cadrer la relation, de mettre en place une sorte de pacte en fait relationnel entre bah ok, d'accord, moi j'ai envie de voir enfin je vois des choses, mais surtout se poser la question de quoi cette personne finalement qui a produit quelque chose, est-ce qu'elle a besoin de retour? Si oui, sur quoi? Enfin bon, donc je vais rentrer dedans parce qu'effectivement on va aborder ces notions-là, mais surtout se poser la question de pourquoi on a besoin de faire des retours. Comment on les fait? On a parlé du temps déjà. Quand est-ce qu'on les fait? Enfin, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on recherche avec ça, quoi? C'est quoi comme pratique en fait? Voilà. Et puis il y a plein de façons. Donc c'est pour ça que l'idée c'est d'ouvrir un maximum de portes pour que vous puissiez vous voir dans votre pratique professionnelle et personnelle aussi, parce que pour moi on n'est pas forcément amené à faire du retour, mais on en fait constamment en fait, hein, quand on va voir des choses, quand on écoute. Enfin voilà, c'est aussi comment on nourrit nous notre manière de d'articuler. Ou en tout cas, si articuler par les mots, c'est compliqué, est-ce qu'on peut trouver d'autres stratégies? Parce qu'il y a aussi des gens pour qui c'est difficile. Donc, passer par des dessins, passer par d'autres façons, enfin, c'est aussi comment on trouve sa façon. Voilà. Mais ça, évidemment, c'est compliqué. Donc, ok. On finit le petit tour de table pour que je puisse me lancer dans les slides et puis, parce que j'avais prévu un petit exercice aussi, voilà, qu'on ait le temps de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans les personnes. Il y a des gens dont je ne vois pas le. Léna?
Si tu parles, on t'entend pas. Non, pardon. Non, enfin, en gros, non, tu as bien résumé en fait, surtout ta dernière remarque sur comment on nourrit en fait cette manière d'articuler. Enfin, moi en tant enfin voilà, que médiatrice, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment le retour en fait des spectateurs, des publics par rapport à des spectacles ou alors des projets comment nous, en tant que médiateurs, on peut aussi aider et libérer la parole et faire en sorte que les spectateurs puissent aussi apporter leur feedback et articuler ça. Enfin, voilà, il y a aussi cet aspect-là qui m'intéresse. Ok, donc créer des cadres, possiblement inventer aussi des cadres de médiation, parce que le retour, évidemment, il y a un outil puissant C'est aussi ça. pour de la médiation, en fait. Eh bien, donc c'est parti, je vais partager. Donc, tac. Donc, sobrement intitulé pour une culture du retour artistique, puisque évidemment, l'idée, c'est que ce qui nous manque, effectivement, c'est construire ensemble une culture, en fait, du retour et de ce que c'est. Donc, à la fois cette question de la rétroaction, enfin, il y a plein de mots à l'intérieur, et le retour, ça peut être ça, de la critique constructive. Euh, je voilà, étendre la culture de la rétroaction. Donc moi, je me suis présentée rapidement. On a fait donc la place du retour dans votre travail. Est-ce que vous êtes surtout en situation de recevoir ou de formuler des retours? Ça, on a un petit peu abordé ces questions. Donc, je vous pose aussi cette question-là pour l'avoir en tête. On pourra en parler un petit peu plus tard. C'est donc, est-ce que vous avez une méthodologie? Puisque Jill, par exemple, toi, tu disais que tu avais donc tout un background qui te permettait de mobiliser un certain nombre d'outils. Donc, ça peut être intéressant aussi de savoir quel type d'outils on peut mettre. Souvent, en atelier, en présentiel, j'aime bien commencer les ateliers avec les personnes pour faire une bourse de compétences, ou en tout cas de savoir-faire et de savoir-être qu'on peut mettre aussi au service du retour dans sa pratique assez large. Donc, je rappelle les questions de base, on en était là. Pourquoi on le fait? Comment on le fait, quand on le fait et où on le fait. Et à partir de ça, déjà, ça peut nous permettre de répondre. Voilà, pourquoi on le fait, c'est déjà une grande question et surtout de quoi l'autre personne a besoin. Si on est dans le cas, effectivement, où c'est pas nous qui produisons quelque chose, mais où nous allons devoir produire des retours, pourquoi? Donc, évidemment, on en pense ses usages, son contexte et la temporalité de sa transmission. Ensuite, moi, j'avais envie quand même de reparler de cette question de l'accompagnement parce que souvent, c'est dans cette différence de perception, c'est-à-dire les artistes souvent, enfin, en tout cas, c'est ce dont parlait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire, oh, je vous vois plus du tout, par contre, pardon, je vous ai perdu, du coup, je parle plus à personne, c'est trop bizarre. Vous êtes où? Bah si, tu peux afficher, sinon tout en haut, normalement, il y a un truc affiché et où Oui, tu mais je crois peux. que je l'ai pas. Ouais, merci. Je t'en prie. Sinon, je parle plus à personne et c'est vrai que c'est un peu étrange. Euh, donc, le fait voilà, par exemple, de dire, bah, je me sens pas accompagnée. Souvent, c'est quelque chose qui revient de la part des artistes et c'est notamment dans cette phrase, en creux, il y a cette question-là, c'est-à-dire, je me sens pas accompagnée parce qu'en fait, on parle pas de mon travail. Souvent, c'est ça. Donc, en fait, même si on est programmateur, enfin, quand on est programmateur, par exemple, ou producteur, on va donner 15 000 euros, on va situer son accompagnement à cet endroit-là. Quand on est effectivement chargé des relations publiques, on situe son accompagnement aux artistes dans un endroit. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment nous, on se positionne sur cette grande carte de l'accompagnement des artistes et sur quel segment on se situe. Et évidemment, ces segments bougent parce que on n'est pas toujours au même endroit. Hop. Donc, pour améliorer la lisibilité et l'orientation de l'écosystème de travail, ce serait donc intéressant de requalifier et de redéfinir sa pratique d'accompagnement en identifiant ses pratiques, ses valeurs. J'en parlais, les savoir-être et les savoir-faire qui lui sont attachés dans nos compétences propres d'accompagnement, en tout cas telles qu'on les définirait. Donc, moi aujourd'hui, j'aime bien dire que le guide du retour, c'est un outil d'aide à l'accompagnement et au soutien des parcours artistiques.
pour vous le contextualiser, il a été nourri par plein de choses. Donc, on a aussi utilisé des grilles d'analyse de spectacle, mais on a aussi allé piocher du côté des outils de l'intelligence collective ou des outils de la communication non violente, par exemple, et des considérations esthétiques pour un petit peu, c'est pourquoi dedans, dans le guide du retour, il y a aussi une roue des émotions, parce que je pense que quand on nourrit sa pratique, c'est intéressant aussi de savoir justement où se place la notion émotionnelle. Et donc, pour soigner et travailler son regard, pour ensuite pouvoir le partager. Donc, en amont de ça, j'avais envie de vous proposer de prendre une dizaine de minutes et qu'on se retrouve après pour réfléchir à ces petites questions euh, qui sont souvent le point. Enfin, c'est intéressant de partir avec ça parce que ça nous repositionne aussi en tant que spectatrice. Je vais parler au féminin, Stéphane. Euh, et du coup, euh, donc d'essayer d'aller chercher pour vous quel est le plus lointain souvenir de spectatrice que vous avez. Donc ça peut être un spectacle à l'école, un frère, une sœur qui faisait quelque chose. Ça peut être aussi, je sais pas, les oiseaux dans le ciel, peu importe. Mais du coup, on va prendre ce petit temps d'une dizaine de minutes pour que vous puissiez en fait essayer de traverser ces différentes questions. Aussi sur les questions familiales. Bah, est-ce que c'était comment en fait les pratiques culturelles dans votre famille? Est-ce qu'il y avait des valeurs culturelles qui étaient transmises? Comment vous vous situez aujourd'hui par rapport à ce socle familial qui vous a été transmis? Et aujourd'hui, justement, sur cette question du regard, qu'il soit donc professionnel, puisque nous sommes professionnels, comment vous qualifiez votre pratique spectatoriale aujourd'hui? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contraints dans leur pratique de spectateur, effectivement, et ça joue aussi sur la façon dont on reçoit les œuvres, évidemment, puisqu'on est dans un cadre professionnel et que c'est pas comme si on choisissait parfois d'aller voir des spectacles, surtout quand on fait de la programmation. Donc, si vous le voulez bien, et si vous n'avez pas de questions, je vous propose de prendre un petit temps, peut-être 10 minutes, c'est trop long, mais voilà, c'est peut-être bien d'avoir le temps d'y réfléchir. Je sais pas, Céline, si tu... Ouais, je dirais peut-être 5 minutes, non, comme on n'est pas trop nombreux. Je- Oui, on n'est pas trop. Bah, après, c'est quand même le temps de laisser venir au moins sur le souvenir et puis de se poser un peu ces questions. Après ça, de toute façon, je peux vous les renvoyer. Évidemment, vous pouvez le prendre le temps pour y revenir tranquillement à tête reposée. Mais après, ce que je vais vous proposer, c'est pas de partager ces questions. Donc là, l'exercice, la consigne que je vous donne, c'est plutôt d'essayer de répondre à ces questions, mais surtout ensuite qu'on fasse un tour de table plutôt sur l'exercice en lui-même, donc de la rétroaction, un retour sur ce que ça a généré. Voilà. Donc vous, évidemment, vous pouvez choisir ce que vous allez nous partager. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça fait, quoi. Voilà, en gros. Si c'est pas clair, on peut essayer de... Non, ça va? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça génère une réaction? Bah, je peux me lancer si tu veux. Je t'ai dit que Tu veux? je fais pas de feedback artistique dans mon métier. En revanche, les feedbacks sur le boulot, j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Mhm. En fait, on en parle souvent avec Léna, en fait, enfin, peut-être pas du retour, mais en tout cas, bon, bref. Et quand tu me parles de l'enfance, mais je me dis aussi que moi, je ne fais jamais de retour. J'aimerais bien qu'il y en ait plus pour moi, mais je ne fais jamais de retour. Et pourquoi? Parce que je me sens pas du tout légitime d'en faire, en fait. Et peut-être pourquoi? Peut-être parce que dans ma famille, on n'en faisait pas du tout. On fait des retours jamais. Déjà, on n'avait pas de pratique culturelle. Et, euh, et quand on regardait un film, enfin si, on avait des pratiques culturelles comme tout le monde, mais on n'avait pas de pratique culturelle, pas de sortie culturelle. Mais quand on regardait un film, par exemple, on n'en parlait jamais. Et j'ai découvert ça, en fait, avec ma belle famille à 25 ans, qu'on pouvait parler de d'art et, sans être légitime. Et voilà. Bon, c'était ma petite anecdote pour lancer les autres. Mais du coup, tu dirais quoi quand tu dis sans être légitime?
Bah, parce Parce que que moi, je ça, suis cette question, elle revient, elle est fondamentale, hein, cette question de, voilà, de quoi j'arrive pas à faire des retours, pourquoi c'est compliqué. Cette question est toujours elle flotte dans l'air, cette question de la légitimité. Donc nous, en France, on a l'éducation nationale qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et qui fait qu'on se sent, voilà, pas, justement pas légitime, parce que, on a des espèces de monuments comme ça, de la critique, mais du coup, ouais, bon. parce que je suis pas artiste en fait. Et je me permettrai jamais de, ouais, de commenter le travail de quelqu'un sans connaître ses difficultés, sans connaître ses... Enfin, je sais pas, j'ai plein d'amis artistes dont je vais voir les œuvres régulièrement et je serais incapable. Enfin, ouais, non, je pourrais pas me le permettre en fait, ça me gênerait tellement, quoi. Mais si quelqu'un te disait, Céline, j'aimerais bien que tu viennes et que tu me dises ce que tu en as pensé, mais je vais te demander de regarder spécialement ce moment-là. Et en fait, là, je voudrais que tu me dises si tu comprends l'enchaînement des scènes. Est-ce que toi, tu pourrais répondre à cette question? Ah oui, mais il y a rarement des questions aussi précises. Ah bah, Ok. si Bah, on me c'est le un peu. demandait, euh, ouais. ok. Ou Si on te si on te demandait, si on te cadrait la manière de demander dont enfin, comment regarder, ce serait plus facile, quoi. ce serait possible et puis je pourrais dire, mais ça je peux pas te dire ou ça ça je peux te dire parce que j'estime avoir une petite légitimité là-dessus, mais ouais, je pourrais dire non ou oui effectivement. Ok. Après, on avance ou quelqu'un veut dire quelque chose? Ouais, Peggy? Ouais. Ben, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Céline, parce que moi, j'ai souvent, en fait, moi, je viens d'une famille qui n'est jamais allée au spectacle ou au théâtre, et donc j'étais toujours amenée, mais pas accompagnée, donc j'ai jamais parlé après du spectacle, parce que il y avait personne. Et donc là, j'essaie de faire autrement avec mes enfants, mais souvent, surtout quand ma famille et mes amis viennent voir un spectacle où j'ai participé, et ils ne me donnent pas de retour. Je trouve ça très vexant et j'essaye j'essaye d'oublier. Enfin, en fait, j'essaye de. Comme ma mère, elle n'a pas. Elle n'oserait rien dire non plus. Et il faut que je me rappelle ça chaque fois parce que moi, j'ai aucun problème à donner des retours. Donc, peut-être ça fait peur aussi et que les gens n'osent rien dire. Et ça me fait mal, surtout quand c'est ma famille qui. Voilà. Ouais. Oser dire ou alors prendre le risque de son regard, prendre le risque d'exposer aux autres ce qu'on a vu aussi. Parce que c'est d'une certaine manière, dire aux autres ce qu'on a vu, c'est révéler un peu une partie de nous-mêmes, quoi. Donc c'est vrai que c'est s'exposer en fait finalement, regarder quelque chose et dire moi j'ai vu ça, parce qu'évidemment Peggy a vu un truc, Céline en verra un autre et Elsa en verra encore un autre et Stéphane, n'en parlons pas. Donc du coup, bon, c'est comme ça. Du coup, enfin voilà, c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant en fait. C'est aussi que nos regards en fait créent une sorte de polyphonie et qu'en fait dans l'idée aussi de faire du retour. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette idée qu'on peut pratiquer aussi le regard à plusieurs et que bah, c'est aussi par la richesse du regard des autres qu'on apprend aussi à éclairer les œuvres mieux. Parce qu'effectivement, chacun a son propre, arrive avec son propre bagage, avec sa propre histoire familiale, avec sa propre façon d'avoir parlé ou pas des œuvres. Enfin, on arrive avec tout ça, quoi. Quand on arrive dans une salle, on débarque avec ça, aussi avec notre journée de travail, avec nos fatigues. Donc, n'oublions pas, effectivement, que c'est une pratique culturelle, en fait, et que c'est aussi quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est ce dont je parlais au départ, c'est une culture, la culture du feedback, c'est aussi quelque chose en tout cas, où on n'est pas, si on n'est pas très familier de cette pratique, c'est pas facile, quoi. Il faut vraiment pratiquer, quoi, comme le sport. Il faut vraiment se dire, allez, comment je fais du regard, comment je cultive ma manière de regarder et d'en parler, et donc comment je mets en place peut-être possiblement des jeux ou une façon de faire à plusieurs, parce que pour sortir de l'illégitimité, le fait de se challenger à plusieurs, ça marche en fait. De se dire, on va faire des protocoles et on les traverse ensemble. En fait, ça permet enfin voilà, aussi d'enlever un peu cette question d'illégitimité. Donc, j'avance sur cette parole située. Voilà.
pour se souvenir effectivement que qu'est-ce qui reste des spectacles, des tableaux, de tous les levées de soleil, les repas, les histoires qui nous composent, et qu'en fait on arrive aussi avec ça, et que quand on regarde quelque chose, on arrive forcément avec toutes les autres choses qui ont laissé des empreintes et dont on ne sait rien. Et qu'effectivement, les artistes, de leur côté, ils laissent des empreintes en permanence et en fait, on leur dit jamais qu'ils en laissent. Et c'est là que c'est difficile puisque, effectivement, leur travail, c'est quand même d'essayer, d'une certaine manière, de laisser des empreintes. Donc, on est quand même effectivement, dans une situation un peu paradoxale, dans un endroit où l'art génère des choses. Il y a enfin voilà. Et donc, on arrive à ce dont on parlait en fait aussi, Peggy, comment on peut donner en retour. Parce qu'effectivement, laisser des empreintes, ça veut dire qu'il y a eu don. On a donné quelque chose, effectivement, produire du spectacle, c'est donner des idées, des images, de la beauté. Et du coup, comment on pourrait remettre cette notion de réciprocité, donc de feedback, et puis même aller plus loin par cette action générative du feed-forward, donc de ce que tu disais tout à l'heure, Peggy, d'améliorer ce qui est enfin, d'améliorer les choses parce qu'on considère aussi que c'est pas quelque chose de fini et que c'est pas monolithique, justement, c'est pas une sculpture de marbre. Ce sont des spectacles et ils sont vivants et ils bougent. Voilà. Donc, et que aussi, nous travaillons avec des artistes vivants, puisque nous sommes dans un moment contemporain, on est dans un art en train de se faire, et que forcément, on a quand même cette chance, d'une certaine façon, de pouvoir parler avec les artistes, de pouvoir les interroger, même si on ne se sent pas légitime, éventuellement, on peut poser des questions pour essayer de connaître mieux, en fait, le point de vue, le processus, et que ça peut aussi nous nourrir très fort. En tout cas, on peut aussi essayer de récupérer du matériau pour ensuite nous-mêmes en partager. Je veux bien dire un truc? Donc, Non, oui, pardon. bien sûr. Oui, parce que j'avais levé la main, mais tu m'as pas vu. Ah, pardon, je t'ai pas vu. Je vois pas tout le monde, en fait. Je suis désolée, Ouais. j'arrive pas à lire les Non, slides et non, à non, mais voir les gens. c'est pas grave, c'est juste pour faire une référence au guide aussi direct par rapport à cette question de la légitimité. Je sais qu'en page 32-33, justement, je pense qu'on a essayé d'indiquer un certain nombre d'éléments qui peuvent être regardés, qui permettent justement, quand on ne se sent pas légitime, de peut-être avoir des points d'accroche, ne serait-ce que pour garder une trace de ce qu'on a vu et de dire, ah bah tiens, je sors du spectacle, peut-être que j'ai envie, par exemple, même à ma famille ou à une amie de faire un retour. Ah, tiens, ça peut être des endroits d'accroche auxquels je vais porter une attention et ça permet derrière d'être faciliter le dialogue. En tout cas, voilà, c'est des choses assez concrètes qu'on a essayé d'identifier. Et juste sur la question de la légitimité, il y a quand même enfin, un certain nombre, voire beaucoup, en tout cas en France, de professionnels du spectacle, enfin, de programmatrices, qui aujourd'hui ne formulent pas des retours de grande qualité. Enfin, c'est parce qu'ils n'ont pas été forcément formés à ça. A priori, il n'y a pas toujours forcément de problème de légitimité chez eux, notamment, mais c'est pas pour ça qu'effectivement le retour est de qualité sur le fond. Et en tout cas, on a des équipes artistiques très très soutenues financièrement qui nous ont dit, mais nous, on n'a jamais de dialogue artistique avec les gens qui nous soutiennent. Donc on finit par s'interroger sur le sens du soutien qui nous est formulé, parce qu'en fait, on ne discute jamais d'artistique. C'est pour dire aussi que en fait, la légitimité, voilà, elle se construit et c'est pas parce qu'on n'est pas en situation formelle ou officielle de faire des retours qu'on n'est pas en mesure de le faire. Et en tout cas, c'est vraiment cette page aussi 32-33 qui peut vraiment donner des points d'accroche, je trouve, quoi. Voilà. Bon. Oui, bon, du coup, tac. Donc, je passerai rapidement sur le travail de création, mais c'est toujours intéressant de rappeler qu'effectivement, le travail de création, il est très ample, il est très large et il commence parfois, voilà, juste le moment de l'idéation, c'est aussi euh, tout un moment de questionnement. Donc, il faut aussi le considérer dans sa globalité parce que quand on accompagne les artistes aussi, on peut intervenir à différents moments. Et donc, une étape du travail, on a mis également dans le guide juste après le cas spécifique de l'étape du travail. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi comment enjoindre les artistes eux-mêmes à mieux situer où est-ce qu'ils en sont dans leur processus créatif pour pouvoir le partager à d'autres
et pour pouvoir mettre en place justement une situation relationnelle qui permet de faire du retour. Puisque si quelqu'un donne des consignes à une étape de travail, donc ça c'est la page 36 du guide du retour, de quoi on a besoin, sur quoi on va travailler, qu'est-ce qu'on va montrer, etc., quel choix on va faire, ça permet aussi d'accompagner, quand on accompagne les artistes, en tout cas de les accompagner à mieux préparer des étapes de travail pour mettre en place des cadres où on peut inventer des, euh, des moments de feedback, quoi, tout simplement. Donc, je vais passer un petit peu vite, du coup, sur ça. Mais voilà, la méthode itérative, c'était pour reparler du processus de création et que de toute façon, il faut considérer que quand on montre une étape, on pourrait appeler ça prototypage. On teste des prototypes quand on fait une maquette ou une étape de travail. Et ensuite, évidemment, si on veut faire avancer un peu le schmilblick et pouvoir continuer le travail, ben, on collecte des feedbacks. Et effectivement, pour pouvoir les collecter, il faut mettre en place des cadres. Et donc, ça peut être effectivement des choses très concrètes où on peut mettre des cartes à jouer. On peut aussi se rencontrer euh, après. Je ne vois pas. Alors, attendez, parce que là, je suis troublée. Voilà. Hop, je vous remets, sinon je vous perds et je ne vous parle pas et c'est un peu bizarre. Tac. Euh, ouais. J'étais sur la méthode itérative, mais donc de l'importance effectivement de nourrir la boucle du travail. Et donc, c'est savoir à quel moment on peut se positionner et à quel moment on peut prendre part au processus de création. Puisque pour nous, effectivement, il n'y a pas il y a pas de question d'illégitimité. Toute personne du spectacle vivant peut être en mesure de produire du retour. Voilà. Et après, bah, si, tu es comme ça, mais si, parce que si c'est souhaité, demandé et cadré. Effectivement, s'il y a un pacte qui est mis en place, après, sur une étape de travail, c'est juste qu'on ne propose pas, on ne met pas ça en place. Souvent, en fait, on dit il y a une étape de travail, on discute après, mais en fait, c'est pas du tout drivé. Mais si quelqu'un du lieu décide de mettre en place, en fait, quelque chose de concret, c'est-à-dire quelqu'un qui met, en s'inspirant, effectivement, de cette page, en donnant en fait quelques outils pour cadrer et pour pouvoir récupérer du feedback aussi parce qu'ensuite ça va nourrir l'équipe et l'équipe elle-même va choisir dedans après ce qu'elle veut garder ou pas. Ils vont trier. Mais donc aussi cette question de l'illégitimité, elle peut être aussi enlevée par ça, c'est-à-dire que si on est 15 à dire des trucs, le porteur ou la porteuse de projet fera son choix à l'intérieur pour savoir ce qui l'intéresse. Mais parfois, quelqu'un va aussi éclairer l'œuvre parce que va voir un angle mort qui n'a pas été vu par l'équipe de création. Donc ça, c'est juste aussi pour dire que avec nos regards, on peut amener une force. Et aussi, c'est un moteur puissant pour produire aussi de la médiation, pour euh, avoir d'autres manières de se rencontrer autour des œuvres. Un spectacle, c'est une manifestation formelle à un moment dans la vie artistique et que effectivement les artistes qu'on accompagne produisent une œuvre sur un temps long et que effectivement on les accompagne parfois longtemps. Mais quand on veut faire du retour, c'est intéressant aussi d'essayer de savoir ce qui fait du commun entre les œuvres des artistes qu'on accompagne. Et souvent, on ne se pose pas ces questions-là, puisqu'évidemment, on n'a pas le temps, c'est dont on parlait tout à l'heure. Donc, rappeler qu'effectivement, les spectacles sont vivants, donc ils peuvent être nourris par nos regards et nos discussions. Et donc, le retour est une occasion de prendre part à la création. Voilà. Donc, c'est une pratique d'amélioration des projets artistiques, comme on le disait tout à l'heure. Donc, tac. Comment on construit une critique constructive? Eh bien, la critique constructive, elle s'appuie sur des exemples précis. Donc, c'est ce que je disais, on peut se servir aussi du parler, enfin, faire parler les artistes pour mieux accompagner le travail de création et œuvrer à l'avancée, la modification du travail en cours. Donc, à quel moment du processus, c'est ce que je disais, soit on peut inscrire toutes ces pratiques de feedback sur des moments de répétition. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux équipes pour qu'elles puissent articuler, elles, ce qu'elles sont en train de faire, pour qu'on puisse regarder et que ça puisse servir. La temporalité, c'est que à partir du moment où en fait, on va considérer que tous les moments où le spectacle, en tout cas, le processus est en cours, tous ces moments sont des moments balisés pour pouvoir faire du feedback.
y compris quand le spectacle est créé. Mais si on veut mettre en place vraiment des cadres de travail pour récolter vraiment du matériau sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on peut changer, c'est vraiment pendant les répétitions, pendant les étapes de travail, pendant les maquettes, etc. Mais c'est surtout ces moments-là, ils sont balisés dans la vie des créations, mais c'est comment on change notre rapport à ça. C'est aussi qu'est-ce qu'on met en place, c'est ce qu'on disait dans le guide du retour. Donc nous, on a fait toute cette checklist de préparation d'une étape de travail qui est vraiment tout un certain nombre de questions qu'on peut vraiment soumettre à l'équipe pour les aider. On a travaillé ça du côté de l'équipe artistique et du côté de l'équipe des lieux. Ce qui permet que chacun se pose des questions, puisqu'on est toujours dans cette idée que faire du retour, c'est un pacte et c'est une relation à travailler de part et d'autre pour toute personne qui travaille, qu'elle soit à la médiation, à la communication, etc. Parce que quand on travaille la communication, c'est pareil. Si on vient en répète, moi, des fois, je vois des gens qui descendent en répétition, ils viennent prendre des photos pour les réseaux sociaux, ils disent rien et ils repartent et on les recroise pas. Ils ont vu 5 minutes du travail, on a parlé de rien, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est des petites choses qu'on peut changer. C'est-à-dire, OK, mettons-nous d'accord. Il y a des personnes du lieu qui viennent voir des choses. Très bien. Est-ce qu'on peut peut-être se retrouver demain matin au petit déjeuner pour en parler? Et comment on peut en parler? Là, on reprend effectivement cette chose-là. On peut s'appuyer sur 3 mots-clés qu'on a aimés. La compagnie peut vraiment soumettre aussi des questionnements très clairs, c'est-à-dire est-ce que vous avez compris telle chose? Est-ce que vous trouvez que là, enfin, cette scène s'enchaîne bien? Est-ce que vous trouvez que la lumière était trop basse? Enfin, on peut vraiment travailler sur des questions très très pragmatiques qui sont du réglage du spectacle, c'est-à-dire faire du retour, c'est aussi rentrer, ouvrir un peu le capot, quoi. Donc c'est comment les compagnies doivent faire ce travail-là aussi de savoir elles-mêmes où est-ce qu'elles sont dans le processus pour pouvoir aider les autres à mieux regarder et donc dans ces cas-là pouvoir abonder par leur regard et participer, quoi. Mais tout ça évidemment ce sont pas des habitudes qui sont prises. Donc il faut réinventer aussi possiblement des manières de faire des bords plateaux, peut-être mettre en place plutôt des conversations dramaturgiques que des bords plateaux avec un micro qui circule. Enfin voilà, il y a sûrement plein d'idées à mettre en place. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme distinction entre un bord plateau et une conversation dramaturgique? Par exemple, un bord plateau, ça va être, on va dire, il y a les gens qui ont fini, on va faire venir, enfin, on va dire, est-ce que vous avez des questions? Et si les questions vont venir de la salle. Une question dramaturgique, c'est quelqu'un qui connaît déjà le processus, qui a un peu suivi les choses ou pas, ou qui a fait une réunion préparatoire en amont et qui peut axer la conversation pour qu'on décolle un peu de ce qu'on a vu, aussi pour essayer de faire parler les gens par des stratégies d'amorce conversationnelle. C'est aussi beaucoup ce qu'on a mis dans le guide, c'est-à-dire euh, par exemple, il y a tout ce jeu, si on faisait vraiment une pratique de feedback comme dans Dasart, il y a par exemple en tant que j'ai besoin d'eux. Si on passe par la fiction, par exemple, mais on peut aussi choisir de se situer par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Par exemple, en tant que, j'en sais rien, personne qui œuvre pour la transition écologique, je trouve que ce spectacle est trop lourd parce qu'il doit demander trop de transport. Par exemple, ça peut être mon point de vue sur le spectacle. Ça, c'est fini, c'est fini. Mais on peut mettre en place en fait des jeux, des stratégies, des choses comme ça qui permettent en fait de permettre aux personnes qui sont en face de prendre la parole, mais de leur point de vue. C'est-à-dire ce qui enlève aussi un peu cette pression de où je parle, pourquoi je parle, est-ce que je suis légitime de parler. Voilà. Bon. C'est des idées. Après, encore une fois, cet outil, il est complexe aussi parce qu'il a été pensé à la fois pour les compagnies, enfin en tout cas pour les équipes artistiques et puis pour les équipes des lieux. Et donc c'est voilà, c'est pour ça que ouais, Stéphane. Oui, pour dire aussi sur à l'endroit de l'étape du travail. Alors, on dit étape du travail plutôt que de travail, parce que pour dire que c'était pas quelque chose, c'était pas une photographie à avoir, mais c'était vraiment un truc qui était un processus, et donc il fallait arriver en tant que spectateur à pas se fixer définitivement les choses. Mais par exemple, il peut être utile dans une étape du travail. Par exemple, les artistes eux-mêmes peuvent avoir des questions ou être en train de se poser des questions. Et donc, en amont, par exemple, en amont de la présentation, de dire, si on sait qu'il va y avoir une sorte de dialogue derrière, de dire, ben, nous, en tant qu'artistes, ça nous intéresserait peut-être
d'avoir vos retours à tel ou tel endroit. Parce qu'on se pose des questions sur tel ou voilà, on se demande si la scène qui démarre avec un dinosaure, je pense à un vrai spectacle. Si la scène qui démarre avec le dinosaure, si elle est claire, on se pose des questions. Voilà, est-ce que pourriez nous faire des retours à cet endroit-là? Et donc, même en amont de la présentation, de pouvoir faire part des interrogations ou de livrer un certain nombre d'informations qui vont éviter de troubler la manière dont on va regarder les choses. Alors, il y a une costumière parmi nous. Par exemple, j'ai vu une étape de travail il n'y a pas longtemps. Les 10 premières minutes, j'étais perturbé parce que je me disais, mais ces costumes, je comprends pas. Ça me perturbe. Et donc, ça m'a empêché de rentrer dans le spectacle pendant quelques minutes. Et en fait, c'est après coup, mais parce qu'on a posé la question, que le metteur en scène a dit, non, non, mais les costumes, on les a pas travaillés, en fait. Donc, on vous présente un truc, mais ce ne sera pas du tout les bons costumes. Et donc, en fait, mais moi, je me suis posé des questions à cet endroit-là. Mais s'il m'avait dit dès le départ, les costumes, c'est pas les bons costumes, voilà, et ben je me serais dit, ok, je m'accroche, enfin, je me laisse pas perturber par ça. Et en fait, c'est aussi quelle information et quelle demande on pose au public du côté des artistes pour que les retours soient aussi d'autant plus, entre guillemets, constructifs, quoi. Et je pense que les artistes ont aussi des choses à énoncer et que ça se Oui, prépare. clairement. Ouais, ouais. Bah, c'est le fait de vraiment contextualiser aussi où est-ce qu'on en est, y compris parce que dans les données, enfin, du point de vue programmatique, c'est très compliqué. Des fois, effectivement, pendant une étape du travail, des gens viennent voir quelque chose, ça ressemble à un spectacle parce qu'il y a des lumières, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, les gens vont devoir faire le deuil de ce qu'ils ont vu parce que ça va bouger. Et que ça, c'est très compliqué et ça crée des attentes très fortes. Et donc, on en parle aussi dans le guide du retour, dans cette question de l'horizon d'attente, c'est-à-dire avec quoi j'arrive, est-ce que j'ai déjà une idée? Et des fois, le regard des personnes est aussi beaucoup, euh, euh, comment on dit, soumis au texte de communication. Et en fait, ce texte-là, par exemple, il n'a pas bougé depuis la note d'intention. Et en fait, il se retrouve dans le programme définitif. Et en fait, il correspond pas du tout à ce qu'on va voir. Donc, en fait, tous ces endroits-là, c'est pour ça que quand on parle de retour, on touche à plein d'endroits, en fait, qui font que on explique les difficultés de regard et les difficultés de prise de parole qui sont liées à toute cette constellation de choses dont on ne prend pas soin ou pas assez soin. Et donc, la proposition vraiment par cette chose-là de l'étape du travail, c'est vraiment de proposer aux artistes aussi de mieux communiquer sur ce qu'on va voir. Et donc, c'est quand même un travail pédagogique, hein, on est d'accord, hein, c'est de remettre aussi, vous allez voir des choses, qu'est-ce que vous allez voir? Effectivement, des fois, moi j'entends enfin, des compagnies qui disent on a travaillé 2 jours, ça dit rien à personne sur qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, bon. Tac. Donc, nous allons parler des critiques positives versus les critiques destructives. Donc, généralement, évidemment, si on veut essayer de formuler quelque chose, il faut essayer pas de prendre des pincettes, mais en tout cas de le prendre du point de vue personnel, c'est-à-dire déjà en se situant et ensuite en essayant de savoir ce dont la personne a besoin que l'on formule pour pouvoir être au plus près et au service du spectacle ou du projet en cours. Donc ça demande déjà quand même de se mettre d'accord sur une connaissance. Donc, les critiques destructives, elles ressemblent plutôt généralement à des remarques formulées comme des attaques personnelles. Elles peuvent être exprimées de façon à nuire à l'estime de soi d'une personne. Elles peuvent être formulées en public. Elles peuvent être aussi hyper critiques ou inutilement pointilleuses. Et surtout, elles sont ni spécifiques ni exploitables. Et c'est bien là la clé, c'est-à-dire que si on donne, si on donne des critiques qu'on pourrait qualifier de jugeantes comme c'est mauvais ou c'est ennuyeux, il faudrait se demander pourquoi on a trouvé ça mauvais et pourquoi on a trouvé ça ennuyeux. Ou si on donne une critique sans argumentation, ça me touche pas, c'est inexpressif. Pourquoi, à mon sens, ça me touche pas? Pourquoi ça me semble inexpressif? Et comment on pourrait donner des clés en fait sur cette interprétation?
On peut aussi éviter la critique à visée explicative. La pièce signifie cela. On n'en sait rien. Et ça, c'est un point de vue critique. C'est aussi une interprétation. En tout cas, elle peut signifier cela pour nous. Et ça peut être intéressant. C'est toujours transformer la contrainte en ressource. Et la critique psychologique, c'est aussi enfin voilà, éviter aussi, par exemple, de vouloir prêter des intentions si elles sont pas clairement énoncées dans la feuille de salle. La chorégraphe a fait cette pièce pour transcender le deuil qu'elle traversait alors. Est-ce qu'elle réussit à transcender ce deuil? Et si oui, comment elle le fait? Est-ce que je suis touchée? Est-ce que ça me concerne? Donc, l'idée du retour, c'est bien de produire de la critique constructive et donc de nourrir son esprit critique pour créer l'émergence d'une pensée spécifique et exploitable. Donc ça veut dire vraiment qu'il peut être repris par les personnes qui vont les recevoir. Dans le guide du retour, on cite John Borstel, qui est, avec Lise Borman, le fondateur de la Critical Response Process, qui est un des outils du feedback, comme le protocole de Dassart, qui dit que souvent les avis peuvent être ressentis comme des objets qu'on vous lance à la figure. Donc, pour éviter de projeter des avis, on peut essayer déjà d'essayer de mettre en place un cadre relationnel en disant, par exemple, j'ai un avis sur, donc effectivement, j'ai un avis sur les costumes, veux-tu l'entendre? Euh, oui, non, pas maintenant. Déjà, le fait de se poser cette question et de situer si on veut entendre des retours, oui, ça nous intéresse, mais là, on n'est pas en capacité de les recevoir. C'est aussi se mettre d'accord sur comment on va délivrer en fait ces retours. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Est-ce que ça se passe est-ce qu'on peut faire ça plus tard par mail? Est-ce qu'on fait ça en rendez-vous individuel en fonction des besoins? Comment on peut faire aussi pour se mettre autour de cet objet qu'on vient de partager? Donc, ça pose la question des règles du jeu. Donc, éviter effectivement de produire des retours mal préparés. Enfin, en tout cas, préparer les retours, c'est un peu la clé. Et surtout, bah voilà, comment gérer les retours non désirés. Donc, j'ai déjà parlé de ce pacte. La posture regardante, on en a parlé tout à l'heure, mais donc c'est vraiment tous ces petits outils qu'on vous a mis sur ces 2 pages, c'est-à-dire vraiment comment on muscle sa posture de regard en utilisant des petites stratégies, donc des mots-clés. Est-ce qu'on peut aller chercher du côté des émotions pour savoir ce que ça nous a fait? Euh, Est-ce qu'il y a une image qui nous reste en tête? Est-ce qu'il y a des questions que je me pose? Les questions qu'on se pose, c'est vraiment un bon outil pour aussi engager la conversation si la personne en face, effectivement, considère qu'on est bien en train de discuter et qu'on n'est pas en train de remettre en cause son travail, mais que c'est bien un... Enfin, moi, c'est vraiment ma posture de travail puisque je suis toujours dans une situation maïotique. Donc, l'idée, c'est de poser des questions pour faire avancer l'autre. Mais effectivement, dans un autre cadre, ça demande de pouvoir trouver la manière de le faire et de le mettre en place. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on regardait? Qu'est-ce que je connais du travail en cours? De quoi j'aurais besoin pour mieux connaître le travail en cours et pour mieux accompagner les personnes qui sont présentes et qu'est-ce que le spectacle ou éventuellement le projet attend de moi. On a parlé de cette autodiscipline au service de la précision et de la clarté des propos formulés. Et donc, moi, je trouve que c'est très important et très intéressant aussi de faire vraiment de l'autofeedback. Donc, c'est-à-dire pratiquer pour soi. Le plus on pratique, le plus on améliore en fait ses références, c'est-à-dire ça m'a fait penser à, j'en sais rien, à tel livre, à tel podcast, à tel film, travailler sur les images. Et ça, on peut vraiment mettre en place. Ça, chacun doit trouver son outil, mais ça peut être avoir un carnet. Il y a des personnes qui ont des fichiers Excel avec des libellés. Euh, il y a plein de façons de faire. Et ça, quand je disais qu'on peut le faire à plusieurs aussi, ben, ça peut être aussi jouer à se dire, alors, bah, toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as imaginé? Tu as gardé 3 questions pour l'équipe artistique, ce serait quoi? Enfin, voilà, toutes ces petites choses un peu ludiques qu'on peut essayer de mettre en place pour vraiment se muscler, quoi. Voilà, se muscler à plusieurs, je l'ai dit. Et donc, c'est là-dessus, peut-être
qu'on peut un peu réouvrir la conversation, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, sur comment créer sa boîte à outils. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez des questions, des interrogations, des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir. Donc, Stéphane. Ce que je peux dire peut-être, je reviens un peu en arrière, mais sur la question de dans quel état aussi on arrive pour voir un spectacle sur lequel on va peut-être être amené à faire un retour, on est susceptible d'être sollicité, de prendre conscience aussi de son état. Si on arrive après une mauvaise journée de 12 heures et on va voir un spectacle d'une amie où on dirige un lieu et on va voir un spectacle sur lequel on sait qu'il y a un enjeu de programmation, donc on sait qu'on sera sollicité, prendre conscience de l'état dans lequel on va regarder les choses, y compris parfois pour essayer de relativiser son propre jugement. C'est-à-dire si vous avez passé une journée pénible, ça peut être très compliqué de regarder un spectacle. Mais dans quelle mesure on arrive à prendre du recul pour dire, OK, je vais regarder ce spectacle-là euh, dans un état d'esprit pas forcément très constructif au départ. Il faut que j'en tienne compte dans mon appréciation finale. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens arriver voir un spectacle et en fait, ce qu'ils renvoyaient physiquement avait l'air quand même de dire euh, ils n'ont pas passé une bonne journée, ils tirent la gueule, ils vont voir un spectacle. Alors peut-être que le spectacle peut les dérider, mais ça peut aussi influer sur leur réception du spectacle, indépendamment du spectacle lui-même. En tout cas, pouvoir, y compris comme artiste aussi, de relativiser parfois des retours qu'on va avoir, quoi. C'est-à-dire comment quelqu'un qui a passé une journée très pénible et qui est complètement crevé va regarder notre spectacle, peut-être en n'étant pas dans de bonnes dispositions pour le faire. Donc prendre conscience de ça, et c'est d'où l'idée aussi de ce SAS, de comment aussi en tant que futur regardant d'un spectacle, on essaye de se prendre quelques minutes pour cleaner notre journée et repartir avec un regard un peu remis à zéro. En tout cas, je crois que c'est des choses importantes. Et après, deux choses peut-être de posture, peut-être de fond et de forme, c'est-à-dire sur le fond, c'est si on énonce des choses, comment on s'arrange pour que ces choses, on soit à peu près convaincu que c'est susceptible d'améliorer le travail de la personne qui a effectivement fait le spectacle. C'est-à-dire, on se dit effectivement qu'on c'est susceptible de contribuer à ça, sans s'empêcher de le faire, mais aussi sur la forme, comment aussi, alors ça c'est un point de vue, comment la manière dont on dit les choses nous assure d'être bien traitant vis-à-vis des gens à qui on va dire des choses, quoi. Et qu'il y a ça, c'est aussi, donc d'où le rapport à la communication non violente, et de dire aussi est-ce qu'on accepterait ce qu'on va dire à l'autre? Est-ce qu'on serait capable de le recevoir positivement? Ou est-ce que la manière dont on s'apprête à parler peut être perçue comme violente? Et dans ce cas-là, il y a vraiment nécessité de la dire? En tout cas, je trouve qu'il y a cette conscience-là importante de dire, quoi que je dise, je vais m'assurer que sur la forme, c'est quelque chose qui essaye d'être constructif et voilà, je dis bien traitant plutôt que bienveillant parce que l'antonyme de bien traitant, c'est maltraitant. Et je trouve que c'est plus parlant que cette notion de bienveillance, en tout cas. En tout cas, ça me semble des choses à diffuser en termes de posture, en tout cas à mettre en discussion en termes de posture. Ouais. Voilà. Ben oui. C'est vraiment comment essayer de... Moi, je pense que ça tient beaucoup à inventer des rendez-vous, enfin, en tout cas cadrer ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues aussi. C'est beaucoup de personnes nous ont dit qu'ils se sentaient obligés de faire des retours après une représentation. Mais en fait, ça, on sait qu'a priori, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, ni pour la personne qui vient de recevoir, ni pour la personne qui vient de produire un spectacle. Donc aussi, il y a tout un imaginaire autour de cette question du retour qu'on doit
un petit peu déconstruire, quoi. C'est-à-dire, effectivement, quand on va voir des amis, ben, si c'est des amis, oui, je pense que c'est important de se dire véritablement, enfin, qu'est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur, enfin, sur quoi ils attendent des retours. Enfin, voilà. Après, il y a des personnes qui ont simplement besoin de reconnaissance et qu'on dise que c'était bien, et puis il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu plus. Euh, En tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler sa posture professionnelle, en tout cas, travailler sa posture de regardante euh, pour, pour se dire que, en fait, c'est vraiment ça qu'on fait, quoi. On est en permanence en train de poser notre regard sur les choses et à un moment, on peut, bah, on va mettre un éclairage sur notre regard et est-ce qu'on a envie de le révéler? Est-ce qu'on a envie de le partager? Ouais. Je suis pas prioritaire dans la prise de parole, hein. Mais je vois pas d'autres mains. Peut-être une expérience qu'on a pu mener et qui pourrait se poser à l'endroit du retour. Et donc, c'est dans page 47 du guide, hein, pardon, je fais des références. Euh, Vous avez peut-être déjà fait aussi au Luxembourg. C'est un truc qu'on a appelé dramaton. Donc, c'était pas au niveau de spectacle déjà réalisé. C'était en fait l'idée au niveau des dossiers de production ou de diffusion, où on a organisé finalement une journée avec des programmatrices et avec des metteuses en scène, metteurs en scène, chorégraphes, autour des dossiers de prod. Et en fait, on a organisé, à partir d'un certain nombre de dossiers tirés au sort, un regard collectif qui était, comme on dit, de critique solidaire, c'est-à-dire vraiment dans le but d'améliorer les choses. Donc, l'objectif n'était pas de faire mal, mais c'était de contribuer à l'amélioration de ces dossiers. Donc on était aussi dans une logique j'allais dire, de déconcurrence entre les équipes. On coopérait entre équipes sur la préparation de futurs spectacles qui pourraient être mis en concurrence. Donc c'était vraiment un endroit qui se voulait anti-concurrentiel et ça a super bien marché. Les gens sont vraiment prêtés au jeu d'essayer d'améliorer les dossiers de production des autres équipes. Et ce qu'on a fait l'après-midi, c'est qu'on a sollicité quatre programmatrices avec alors il y avait une consigne d'ambiance qui était on n'est pas là pour vendre ces spectacles donc personne allait en profiter pour essayer de placer son dossier auprès des programmatrices et on a demandé à deux choses aux programmatrices, c'est vous nous amenez un dossier que vous avez bien aimé et en fait en direct vous allez nous expliquer en 10 minutes pourquoi ce dossier-là vous a accroché. Et donc, il y avait des regards très très différents de la part des quatre personnes. Et c'était assez marrant. Des endroits finalement d'accroche qui étaient très très différents. Et après, on leur a fait faire un exercice qui était de dire, on va vous donner un dossier, vous avez 5 minutes chrono pour le regarder, et vous nous faites un débrief à chaud. Et donc, en gros, qu'est-ce que vous voyez en 5 minutes de regard sur un dossier? Qu'est-ce qui vous accroche? Qu'est-ce qui va... Voilà. Et en fait, ça, je pense que c'était vraiment utile. En tout cas, les équipes étaient hyper contentes de ce moment, qui était aussi un moment du coup de non-concurrence et d'entraide. Et je pense, mais ça on ne l'a pas testé, qu'on pourrait aussi imaginer finalement des moments comme ça d'entraide, notamment entre équipes, voire avec des professionnels, sur des retours. C'est-à-dire on pourrait très bien organiser une étape du travail d'une équipe artistique où effectivement on a demandé à trois ou quatre metteuses, metteurs en scène de venir regarder, ce qui se fait, hein, ce qui peut se faire aussi avec des regards extérieurs, etc. Mais peut-être de l'organiser à trois, quatre regards extérieurs avec une préparation et de dire bah, comment on se met aussi en situation en tant qu'artiste d'aider d'autres artistes. Et en tout cas, ça, avoir le sentiment de concourir positivement au travail d'autres, c'est aussi normalement bon pour sa santé. C'est-à-dire quand on se mettre en situation de soutien pour les autres, jusqu'à une certaine limite, c'est plutôt quelque chose de positif. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à construire sur ces idées de critique solidaire à l'endroit vraiment du retour artistique. Parce que nous, on n'a pas expérimenté, en tout cas moi, ce que j'ai pas expérimenté. Mais le Dramaton, page 47, vraiment, c'était vraiment une bonne expérience. Et pas cher à monter.
Mais en tout cas, se mettre en situation de soutien, c'est vraiment l'idée quoi du retour. Après, c'est effectivement, il y a pas de méthode. Alors après, il en existe. Effectivement, moi, je les transmets. Par exemple, la méthode DAS, c'est quelque chose qui est très précis et qui est vraiment euh, sur le processus de création lui-même. Donc, en fait, c'est un déroulé en 7 modules. Ça dure 1h45. Et là, c'est une prise de parole, par exemple, avec un nombre réduit où on regarde une étape de travail, et ensuite on en parle et il y a, on facilite en fait chaque module. Mais chaque personne prend la parole avec des consignes. Et les artistes au début sont pas là et ensuite les artistes re-rentrent. Donc il y a tout un protocole comme ça qui nous permet vraiment de passer par quelque chose de très concret de formulation. C'est ce que je disais par exemple tout à l'heure, le en tant que j'ai besoin d'eux. Euh, il y a vraiment des amorces, on travaille vraiment sur comment on peut faciliter la prise de parole, mais de manière horizontale et tout le monde enfin voilà, tout le monde peut abonder. Il y a plein de systèmes, effectivement. Et inventer aussi de nouveaux protocoles de regard, moi je pense que c'est intéressant à tout niveau de l'écosystème et c'est vrai qu'on essaye d'interroger quand même cette question des dossiers, la question de la communication. Enfin voilà, ça touche plein d'endroits qui peuvent être investis. Donc voilà. Céline, je pense que tu avais coupé ton micro. Ben moi, j'ai un retour qui est peut-être un feedback sur le feedback. En fait, ouais, je trouve ça super intéressant, tout votre travail est intéressant. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir été là, parce que je ne l'ai pas dit au début, c'était pas très poli, désolée. Euh, je trouve cette question du feedback difficile en fait, parce que moi j'ai demandé par exemple un feedback à ma dernière com à Paris, à une collègue qui était dans la... Voilà, je lui disais, ben, en fait on ne sait jamais ce qu'on pense, ce que les scientifiques pensent de ce qu'on donne, donc donne-moi un retour. Et elle m'a dit, bah écoute, donc, c'était plein de bienveillance et tout, hein, mais elle m'a dit, bon, tu fais beaucoup d'humour et c'est pas super parce on croirait que tu prends pas au sérieux ton sujet. Et moi, ça m'a vraiment ouais, déboussolée. Et puis j'en ai parlé à d'autres collègues qui m'ont dit, mais non, c'est justement en faisant de l'humour que, enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il y a des avis différents. Et donc, à partir de là, je me suis posé la question là aussi sur un spectacle que j'ai été voir au Nest dans la forêt il y a quelques temps, qui durait 2h30 dans la forêt, qui était chouette dans le principe, mais que j'ai trouvé personnellement très très long et très très long. Voilà. Et on pensait la même chose avec mon conjoint, donc comme on se connaît, on n'avait pas besoin de se regarder pour voilà. Mais je me disais, voilà, ça serait peut-être intéressant de leur donner ce retour, de dire, bah, ça serait chouette peut-être de couper peut-être un peu plus sur certaines scènes, ou enfin, ou en tout cas, de mon point de vue. Non, non, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire, je sais, je sais. Mais si on demandait à tout un public leur retour, il y aurait tout un tas de retours. Il y en a qui trouveraient pas assez long, il y en a qui trouveraient trop long, il y en a qui trouveraient que ça explore pas assez tel truc ou qu'ils n'ont pas compris telle chose. Jusqu'où on peut donner un retour à un artiste, sachant que c'est de toute façon qu'un point de vue. Voilà. Et même si on est spécialiste. Bah, moi, je me dis toujours, la personne, elle est à même de trier. C'est-à-dire, après, à partir du moment, par exemple, si c'est un problème technique, enfin, pour moi, il y a des choses que je classe dans la technique. C'est-à-dire, un spectacle trop long, ça peut se régler, et ça peut être réellement trop long. Et il y a plein de questions pourquoi il est trop long. À partir du moment où on a, je sais pas, 3, 4, 5 personnes qui disent la même chose, si on prenait un panel de spectateurs et que, il y en a au moins 10 qui donneraient le même type de retour sur, ah, à ce moment-là, vraiment, on n'arrive plus à suivre. Moi, je me dirais, là, c'est un endroit de travail. Moi, en tant que dramaturge, parce que je le prendrais comme endroit de, ah, ok, c'est un endroit de crispation. Si, parce que ça veut dire que quand même, c'est singulier. Ça veut, il y a quand même des mécanismes. Bon, après, voilà. La dernière fois, j'ai eu cette conversation sur ça. Les gens, en fait, me disaient, il n'y avait pas assez de lumière, les gens s'endormaient. Et en fait, il y a 3, 4 personnes qui ont fait le même retour. Après, le spectacle a été réglé, ils ont remis de la lumière et ça allait mieux. Bon, des fois, ça peut être technique. Mais effectivement, l'idée aussi est que la personne qui reçoit le retour a même de faire le tri. Donc, il faut aussi qu'elle soit elle-même en capacité, effectivement, que ça soit le bon moment. Mais peut-être cette personne est très consciente que son spectacle est trop long et qu'il y en a trop et que c'est trop et que c'est exactement l'endroit où cette personne veut travailler. Et, et donc, c'est vrai que si on connaît un peu, après, enfin, c'est pour ça que je dis des fois, quand on a la chance aussi de pouvoir se servir de la discussion ou du questionnement.
Et du coup, de dire, après, avec toutes les précautions, mais effectivement, j'entends beaucoup de programmateurs souvent qui disent, oui, ben moi, j'aurais coupé. Alors là, effectivement, c'est un exemple de, ah oui, moi, là, j'aurais coupé. Bah, là, je prends l'exemple de, bah oui, c'est pas toi qui fais le spectacle, donc du coup, enfin, voilà, c'est le truc de, ok, toi, tu as une perception de longueur, c'est intéressant, parlons-en par contre. Mais moi, je me dis que tout retour est bon à prendre. Parce que ça éclaire. Pour moi, en tant que dramaturge, oui. Parce que ça éclaire. Ça veut dire qu'il y a des personnes pour qui la perception, c'est inévitablement trop long, alors que d'autres personnes vont trouver que c'est trop touffu au niveau du texte, j'ai n'importe quoi. Mais donc, pour moi, ça dit quelque chose, quoi. Et on fait pas les spectacles pour tout seul, quoi. On fait les spectacles pour les gens qui les regardent. Donc, bon, à un moment, c'est quand même intéressant d'écouter ce que les gens ont à dire. Mais après, c'est mon point de vue. Voilà. Et après, toute personne, a priori, est capable de trier. Voilà, parce que effectivement, il faut toujours trier le bon grain de livret, on va recevoir un certain nombre de choses et on va se dire, bon, ça, pertinent, ça, non, ah, ça vient me gratter. Et moi, je trouve ça intéressant quand même ce que malgré tout t'a dit ta collègue, parce que ça révèle que tu utilises l'humour, que c'est un procédé qui t'est cher et que du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de creuser parce que toi, c'est un outil performatif, entre guillemets, ou voilà, et que cette personne, de son point de vue personnel, elle aime pas, elle m'aime, mais d'autres personnes aiment. Donc, c'est pas grave, c'est toi qui choisiras. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pour essayer de prendre l'exemple, mais voilà, tu vois bien, mais au moins ça t'éclaire. Ok, il y a des gens qui voient ça. Je m'arrête, Stéphane. Juste un dernier point, enfin, parce que je trouvais que c'était une bonne pratique par rapport à parfois la surinterprétation par les équipes artistiques. Par exemple, un programmateur qui quitte un spectacle, qui n'a rien dit le soir même ou au moment de la représentation, et donc c'est souvent perçu négativement. Et en fait, d'ailleurs, s'il y a une citation dans le guide du retour où un programmateur dit, mais moi, je vois beaucoup plus de bons spectacles que de mauvais spectacles. Simplement, je peux en programmer que 20 par an. Mais en fait, je sais, dans l'absolu, je pourrais en programmer 40. Enfin, je trouvais que c'était intéressant cette parole parce qu'il disait qu'il voyait voilà, beaucoup plus de trucs qu'il jugeait bons que pas bons. Et surtout, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une directrice de lieu en France qui a posé un protocole qui dit, moi, par principe, je ne fais jamais de retour à chaud. Donc en fait, je vais quitter peut-être à l'issue du spectacle, je vais partir tout de suite. Je vous demande de ne pas interpréter ça. En gros, si je prends la parole, ce sera pour dire que je vais programmer parce que j'ai aucune réserve sur le spectacle. Sinon, par principe, je ne fais pas de retour à chaud, comme je suis venu voir le spectacle, on conviendra d'un rendez-vous pour débriefer. Mais du coup, je trouve que ça détend un peu aussi à l'endroit des équipes, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interprétation du départ. C'est connu, c'est une règle qui est connue enfin, en tout cas des équipes qui connaissent cette directrice, et je trouve que c'est assez intéressant, quoi. Ça détend un peu le rapport. Après, la personne s'engage, et enfin la directrice, a priori, tient ses rendez-vous derrière. Dans les 15 jours, il y a un temps d'échange. Mais je trouve, voilà, je voulais la mettre en avant parce que je trouvais que c'était assez intéressant comme pratique. Si je peux juste réagir par rapport à ça, parce que c'est justement la question que je me posais, c'était justement quand réagir quand donner son retour en fait. Parce que moi c'est pareil, j'aime pas du tout donner mon retour à chaud parce que j'ai besoin aussi d'un temps de réflexion pour moi. Et souvent, bah, du coup, quand on me pose la question, c'est compliqué de réagir parce que j'ai pas envie de réagir tout de suite. J'ai vraiment envie d'avoir ce temps aussi pour pouvoir donner une réponse, voilà. Et du coup, c'est vraiment dur de savoir aussi comment faire par rapport à cette temporalité. Aussi, par exemple, si on travaille avec un groupe, on va dire, de spectateurs, quand leur demander leur retour, est-ce qu'on leur laisse un temps de réflexion? Est-ce que voilà, c'est cette question aussi par rapport à quand donner son retour. Et aussi comment, voilà, pour pas que ça soit aussi mal interprété, de la part des équipes artistiques, par exemple. Et les spectateurs, on aurait besoin de leur retour. Pourquoi? Du coup, juste un sentiment sur le spectacle ou... Voilà, c'est pour aussi, voilà, pour avoir leur retour sur leur spectacle, pour qu'eux-mêmes puissent aussi développer leur propre perception, expérience, comment, voilà, interpréter
Bah, spectacle, ça, quoi. ça peut être l'occasion d'inventer justement des espèces de protocoles enfin, en utilisant un peu ce qu'on a mis là, c'est-à-dire peut-être par le jeu. Soit ça peut se faire à chaud. Moi, je faisais ça dans un théâtre, on faisait ça à chaud. On allait dans une salle après, et puis on s'amusait à dire, bah voilà, trois mots-clés, trois machins. Les gens le faisaient après le spectacle à chaud, mais des fois ça pouvait se faire la semaine d'après. Après, si vraiment l'idée c'est de transmettre quelque chose à l'équipe, bah c'est aussi peut-être de trouver des stratégies. Moi, des fois, je leur dis, bah voilà, éventuellement, vous pouvez, j'en sais rien, faire un petit mail ou mettre des questions, enfin aussi passer par d'autres médias. Moi, j'aime bien aussi, enfin, ce qu'on propose dans le guide du retour aussi, c'est de travailler soi-même ou avec des groupes aussi, à travailler sur le fait de faire des vocaux, enfin, en tout cas, de s'enregistrer, par exemple, de voir, enfin, ça nous informe aussi beaucoup, c'est-à-dire, à chaud, je m'enregistre, et puis je m'enregistre 10 jours après, je vois que ça a déposé pas du tout pareil, et dans ces cas-là, je suis plus à même de formuler des retours parce que j'ai plus de mots concrets. Donc, c'est aussi comment on peut poser des méthodes et aussi comment on peut gagner du temps par la méthodologie, parce qu'effectivement, plus on fait, plus ça va vite, plus on a pris l'habitude, on intègre dans nos corps, dans nos façons de faire. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que je dis avec les spectateurs, il y a vraiment des choses à jouer. Enfin, sur aussi ce qu'on peut mettre en place en médiation. Euh, soit à chaud, soit à froid, mais même sur cette notion du chaud et froid pour les spectateurs, c'est pas forcément. Enfin, il y en a plein qui ont évidemment cette notion-là, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Et ce que disait Stéphane, c'est super important de dénoncer sa méthodologie. Enfin, en essayant d'en mettre une, effectivement, en disant, moi, on va pas parler tout de suite, mais par contre, voilà, si l'équipe, elle est là, on se revoit demain après-midi, mais dans un temps qui est balisé dans le temps de travail qui est vraiment posé comme un temps professionnel qui est dédié à ce temps de parole, quoi. Et effectivement, je sais que c'est compliqué parce que tout le monde on manque de temps, hein, je sais que c'est difficile. Mais voilà, c'est comment aussi dans ces stratégies d'accompagnement aux artistes, on trouve des temps. Aussi parce il y a moins d'argent. Donc, comment on peut faire glisser des choses. Mais encore une fois, chaque pratique, chaque lieu enfin voilà, chaque personne doit réfléchir à sa propre. Il y a pas de recette, quoi. Sinon, enfin voilà. Mais effectivement, il y a des grands cadres, mais ouais. Stéphane, tu voulais dire un mot final? Tu parlais d'une méthode qui s'appelle DAS. Tout à l'heure, le nom m'a échappé. Ça s'appelle DAS ou Oui, tu l'as aussi. On en parle à la fin dans le guide du retour. Tu l'as à la fin du guide. On a mis Ok. certaines. Enfin, Certaines- on a appelé ça augmenter sa pratique avec les protocoles existants. Ok, super. Donc ça, tu l'as à la fin et ça décrit. Il y a un film qui présente cette méthode. Et après, effectivement, elle se transmet généralement par des gens enfin voilà, qui l'ont déjà pratiquée et qui la transmettent. Ouais. Mais ça permet de faire effectivement de la dramaturgie collective. Donc, c'est un outil assez chouette pour faire du co-pairing, justement. Stéphane, tu voulais rajouter une dernière phrase, tu m'as dit? Oui, une dernière fois, c'est juste pour élargir un peu, c'est de dire que nous, enfin, j'étais amené à travailler sur la lisibilité des projets artistiques et culturels des lieux vis-à-vis des équipes. Et par exemple, il y a un lieu qui a mis sur son site internet comment il sélectionnait les équipes, comment il procédait pour aller voir des étapes de travail ou des spectacles, et expliquer comment le soutien à telle ou telle équipe s'inscrivait dans un parcours. Et en gros, c'est écrit noir sur blanc. Et eux étaient très contents de faire ça. Ils ont reçu des remerciements de la part des équipes en disant bah, merci de poser les règles, de rendre les règles claires sur votre travail. Parce qu'au moins, bah, peut-être qu'on ne va pas vous solliciter tout de suite parce qu'on comprend que ce n'est pas le moment encore. En tout cas, je trouve que des fois, arriver à énoncer les choses, et ça vaut donc pour le retour artistique, sur la manière de procéder, je pense que ça peut vraiment aussi améliorer le rapport entre les équipes et les lieux, quoi. Du coup, c'est un peu un élargissement par rapport à ce que je disais, ce rapport du retour de cette directrice de lieu qui en fait jamais le soir même. Voilà, je me tais, c'est trop long. Non, mais non, Bon, merci surtout. c'était pas trop long, mais c'est qu'il est 16h10, puis on doit tous y aller. Et désolé. Merci à vous pour votre attention. Alors, merci beaucoup à Stéphane et Vanessa pour leur présence et leur investissement. Et merci à Merci à vous. vous. Et à bientôt.